Revenons à présent sur une annonce de taille faite cette semaine par la Chine. L'autorisation désormais donnée aux couples chinois de donner naissance à 3 enfants. On en parle avec notre invitée en direct avec nous, Marie-Françoise Renard. Bonjour, vous êtes directrice de l'IDREC, Institut de recherche sur l'économie chinoise. Alors, fin 2015 déjà, la Chine avait assoupli la politique de l'enfant unique. 2 enfants étaient autorisés. Alors 5 ans plus tard, 3 le sont désormais. Que joue la Chine dans cette histoire ? Alors elle joue une partie de son avenir économique et on voit bien que la suppression de la politique de l'enfant unique n'a pas donné du tout les résultats attendus. D'abord parce que effectivement les gens étaient contraints dans le nombre d'enfants qu'ils pouvaient avoir, mais de toute façon le problème aujourd'hui pour le gouvernement c'est qu'ils ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants, essentiellement pour des raisons financières, parce que le coût d'un enfant est élevé. Et donc, cette baisse tendancielle de la démographie, qui se couple avec l'allongement de la durée de vie, fait qu'il y a une population qui est très vieillissante, ce qui pose un certain nombre de problèmes économiques. Et donc, non seulement, comme vous l'avez dit, le gouvernement a supprimé la politique de l'enfant unique, a autorisé les gens à avoir 2 enfants de façon progressive, mais en plus, aujourd'hui, on les autorise à avoir 3 enfants, pour essayer de régler une partie de ces problèmes. Mais alors justement, expliquez-nous pourquoi ça marcherait avec 3 alors que ça n'a pas marché avec 2. Alors ça ne va probablement pas marcher. Ce qu'espère sans doute le gouvernement, c'est que comme les gens ont tendance à avoir plus d'enfants dans les zones rurales que dans les zones urbaines, le fait de les autoriser à avoir 3 enfants peut convaincre un certain nombre de gens d'avoir 3 enfants. L'idée, sans doute, du gouvernement, c'est de dire il y a une partie de la population qui n'aura pas plus d'un enfant parce qu'il y a des considérations financières, de qualité de vie, des changements de mode de vie, etc., qui font que de toute façon, ils n'auront pas plus d'un enfant. Mais il y a une autre partie de la population qui a d'autres arbitrages et qui, elle, serait prête à avoir plus d'enfants, notamment parce que dans les zones rurales ou dans les toutes petites villes, l'immobilier est beaucoup moins coûteux. Et donc, on peut ne pas avoir les mêmes considérations en termes d'arbitrage entre le coût d'un enfant et la volonté d'avoir un enfant supplémentaire. Alors, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que ce sont dans ces zones rurales que l'on consomme? Parce qu'en fait, la Chine mise également sur la consommation qui permet d'accroître l'économie. C'est pas forcément la cible visée qui sera donc concernée ici? Alors, en l'occurrence, la cible visée, ce n'est pas vraiment la consommation. C'est le fait que si on n'a pas plus d'enfants, la Chine va avoir un vrai problème pour payer les retraites. Et elle risque aussi d'avoir un problème de main-d'œuvre parce qu'il y a une forte baisse de la population en âge de travailler, une forte hausse du nombre de personnes de plus de 65 ans qui sont à la retraite. Ils représentaient à peu près 5% de la population au début des années 80. Aujourd'hui, c'est 13,5% de la population. Et donc, le premier problème, c'est de payer les retraites et d'avoir suffisamment de main-d'œuvre. Alors, n'y a-t-il pas également aussi un enjeu stratégique avec l'Inde, un pays qui, dans quelques années, sera le plus peuplé du monde et donc ravira cette première place du podium démographique à la Chine? Ça compte également dans cette pensée chinoise. Bien sûr, il y a aussi des enjeux stratégiques et d'ailleurs on a bien vu que les chiffres du dernier recensement ont traîné à arriver. Le Financial Times avait annoncé qu'il y avait une baisse de la population. Bon, finalement, apparemment, il n'y a pas une baisse, mais la hausse n'est pas très importante. Mais l'enjeu est de taille et donc le gouvernement a retardé le plus possible le moment d'annoncer que finalement la politique de suppression de l'enfant unique, ça ne marchait pas si bien que ça et qu'à terme, l'Inde, qui n'est pas très loin derrière la Chine, c'est 1,4 milliard pour la Chine, 1,3 pour l'Inde. Et donc peut-être l'Inde risquerait de passer devant la Chine. Et on sait que les 2 pays n'ont pas des rapports d'amitié. Donc il y a évidemment aussi un enjeu stratégique. Et finalement, la Chine connaît, on a l'impression, la même trajectoire démographique que les puissances d'Asie du Nord-Est. On vient de l'apprendre, le Japon vient d'annoncer son plus bas record de naissance en 2020, moins 2,8%. Je crois, tendance similaire en Corée du Sud. C'est une tendance générale dans la région ? Pas seulement dans la région, c'est une tendance générale, ce qu'on appelle la transition démographique. Quand les pays s'enrichissent, il y a une baisse de la mortalité, une baisse de la natalité. La spécificité de la Chine, c'est que ce phénomène arrive au moment où elle a un niveau de développement qui est inférieur à ce qu'il était quand c'est arrivé dans les autres pays. Le revenu par tête est beaucoup plus important au Japon qu'il ne l'est en Chine. Et donc la Chine n'a pas encore atteint le niveau de richesse qu'avaient les autres pays quand ils ont eu cette transition démographique qui, encore une fois, arrive au fur et à mesure que les pays se développent dans pratiquement tous les pays. Merci beaucoup Marie-Françoise Renard, directrice de l'IDREC, d'avoir été avec nous donc sur cette thématique.